Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Décideurs du Net. Comme d'habitude, Nicolas James sera à mes côtés tout au long de cette émission. Je vous rappelle qu'elle est en direct sur le site de Décideur TV, du Journal du Net, mais aussi sur Offre Média. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Mathieu Morgenstern, PDG de Digitas LBI France et Europe de l'Ouest. Bonjour Mathieu. Bonjour. Merci infiniment d'être sur notre plateau aujourd'hui. Alors on va commencer par retracer votre parcours rapidement. Vous appartenez à la première génération de geeks. Après des études en informatique, vous avez créé Data Planet en 1996. C'est très vite le succès. En 2000, vous avez le flair de vendre votre société juste avant l'explosion de la bulle Internet. Et ce n'est autre qu'Euro RSCG qui va la racheter et qui va en prime vous offrir un poste, et pas n'importe lequel, puisque vous en avez été le directeur général pendant près de 7 ans. Vous avez également été le président de l'AACC Interactive de 2008 à 2012. Et après un court passage par Isobar, vous rejoignez Digitas en tant que président-directeur général France. En 2013, vous êtes promu PDG France et Europe de l'Ouest, poste que vous occupez toujours actuellement. Alors, on va commencer avec une petite actualité. La marque mobile Ericsson, suédoise, vient de publier un rapport qui dit qu'il n'y aura plus d'abonnés mobiles que d'habitants sur la planète l'année prochaine. Ça vous inspire quoi ? Ça m'inspire que les gens vont avoir plusieurs téléphones. Donc ça, c'est déjà une très bonne chose. Non, nous, le mobile, on trouve ça tellement important qu'on a un mot pour ça qui s'appelle App First. Ce qu'on dit, c'est que ce qui compte, le premier point de contact de la marque avec ses publics, dès à présent, quand c'est réussi, c'est le mobile. Donc ça ne m'étonne pas vraiment que Ericsson considère que le mobile est au cœur de tout ça. À ce sujet, d'ailleurs, vous avez récemment intégré la structure mobile Phone Valley à Digitas LBI. Comment est-ce que ça s'est passé? Qu'est-ce que ça va vous permettre finalement En quoi est-ce que ça va vous permettre d'adresser mieux les problématiques de vos clients sur ces sujets-là? Ouais, Phone Valley au cœur de Digitas LBI, c'est absolument central, stratégique. C'est clé parce qu'à partir du moment où on se dit que c'est le premier point de contact, il faut qu'il soit au cœur de l'agence, au cœur de nos réflexions. Donc les équipes Phone Valley sont totalement intégrées, imbriquées, travaillent en symbiose avec les créatifs, les gens de technologie, les gens de conception, d'UX de Digitas LBI pour créer une offre unique. Alors on garde la spécificité, leur identité, leur dynamisme, mais tout ça intégré dans l'agence. D'accord. Alors la tradition veut que l'on regarde, qu'on écoute la question de Thierry Amar, le président d'Offre Média. Donc on va la regarder tout de suite. Mathieu Morgenstern, on parle de plus en plus de la notion d'engagement dans la publicité en ligne. Quelle serait votre définition de l'engagement dans le contexte actuel ? L'engagement dans la publicité en ligne, quelle serait votre définition de l'engagement dans le contexte actuel? L'engagement aujourd'hui, c'est la capacité des gens à s'approprier les campagnes. S'approprier, on est dans un monde digital social. S'approprier les campagnes, c'est le fait de les faire siennes et de les rediffuser aux autres comme si on en était soi-même l'émetteur. Donc réussir un engagement dans le monde digital aujourd'hui, c'est pas réussir le fait que les gens soient en interaction avec les campagnes, c'est bien réussir le fait qu'ils se les approprient et qu'ils les rediffusent. Dans un monde Internet où justement l'attention de ces utilisateurs, elle reste quand même circonscrite à un périmètre limité, alors que justement les discussions, les messages de marque sont de plus en plus nombreux, est-ce que c'est devenu de plus en plus difficile justement pour les marques au fil des années de réussir à créer de l'engagement? C'est très différent surtout. À la fois, c'est beaucoup plus d'opportunités. Le nombre de points de contact digitaux avec les gens potentiellement est considérable pour une marque, mais il y a une difficulté, c'est qu'il faut être de plus en plus pertinent. Pour rentrer dans la timeline des gens, pour être dans les discussions, il faut arriver à avoir une écriture créative qui ne soit pas une écriture publicitaire, qui soit une écriture qui soit en rapport avec la thématique dont parlent les gens à un moment donné, dans ce qui les intéresse. Donc c'est plus dur parce que c'est plus exigeant créativement, mais c'est beaucoup plus d'opportunités en termes de points de contact. Vous parliez de la timeline, donc vous faisiez allusion à Facebook, j'imagine. Il y a une petite polémique depuis quelques mois sur la baisse du reach finalement des posts de marque. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui c'est encore possible de réussir à mobiliser une communauté sur Facebook sans faire marcher la planche à billets à volo? Eh bien non, justement, je ne parlais pas que de Facebook. Timeline, c'est un mot qu'on utilise de manière générique pour parler de l'ensemble des réseaux sociaux et surtout pas que de Facebook. C'est vrai qu'une campagne dans Facebook maintenant, c'est forcément payant. C'est un problème, enfin beaucoup de gens en parlent. Les marques ont passé beaucoup de temps à capitaliser sur le fait d'acquérir des fans et puis finalement ils se sont rendus compte qu'elles n'en étaient pas propriétaires. En même temps c'est normal, Facebook est là aussi pour gagner de l'argent, on peut comprendre que tout ça s'équilibre.
Cependant, quand on parle de la timeline, Twitter devient absolument central. Pinterest monte très 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 vite. Vine, ça reste peu de choses. Mais c'est en général le flux des conversations des gens, de ce qu'ils suivent tous les jours qui compte. Et les applis de messagerie instantanée dont on parle beaucoup, Snapchat et consorts, on n'a pas trop vu d'OP. Je crois qu'il y a Evian qui a lancé une OP pour Spider-Man. On ne voit pas trop. Est-ce que vous pensez qu'il y a des opportunités pour les marques sur ces territoires-là? Il faut être incroyablement prudent. Il faut être pertinent. Il faut arriver à avoir un message qui ne soit pas un message de marque. Donc si on a une valeur ajoutée dans la conversation, si je peux apporter du contenu pertinent dans une discussion et que je suis une marque, je le fais. Si c'est pour délivrer un message de marque, surtout je ne le fais pas. Vous avez déjà commencé à réfléchir avec des clients sur l'opportunité de communiquer sur ces territoires-là? Alors nous, on a un dispositif particulier chez Digicel BI qui s'appelle BrandLive. BrandLive, on l'a fait venir des États-Unis il y a 3 ans. Donc Digicel BI aux États-Unis a pas mal d'avance. Il y a 3 ans, a créé un lieu de création de campagne en temps réel dédié d'abord aux réseaux sociaux et à toute forme de timeline. L'idée, c'est de repérer ce qui peut avoir de l'intérêt quand on est une marque en termes de conversation sur Internet et en temps réel, de créer des dispositifs de contenu que les marques vont pouvoir diffuser dans l'heure, dans la demi-heure, dans les 5 minutes auprès des publics de manière à apporter une valeur ajoutée dans la conversation. Donc nous, notre réponse très concrète, c'est un produit qui s'appelle BrandLive. Donc il faut imaginer une newsroom, une pièce avec plein de créatifs, plein de gens de planning stratégique, des gens de médias qui font ça. Et comment est-ce qu'on arrive à, c'est ce que vous avez fait notamment avec Nissan, comment est-ce qu'on arrive à convaincre Nissan de la pertinence d'investir quand même, parce que ça nécessite certains moyens d'investir pour un dispositif qui permettra d'être plus agile, mais... Le seul moyen de convaincre une marque très très mature comme Nissan, c'est de mesurer et de démontrer que c'est efficace. Alors comment on peut démontrer qu'on est efficace quand on parle beaucoup de réseaux sociaux, c'est le cas de BrandLive, c'est difficile. Le community management n'a pas vraiment démontré des capacités à avoir généré un retour sur investissement. Alors ça, on a réussi à le faire. On valorise en euros chacune des actions, chacun des éléments de reach, et c'est fait par un tiers extérieur, chacun des éléments de reach qu'on génère grâce au contenu qu'on diffuse via BrandLive. Par ailleurs, on suit des items de marque, exposés, non exposés, et on essaie de comprendre comment l'image de la marque évolue de manière positive auprès des publics grâce à BrandLive. Donc c'est comme ça qu'on convainc une marque de cette ampleur, et puis par ailleurs, on la convainc aussi par la qualité de la création qui est générée par BrandLive. D'accord. Alors comme vous le savez, les internautes posent leurs questions sur notre site. Alain demande comment se démarquer à l'ère du digital. Vaste programme. Vaste question. Pour une marque, se démarquer à l'ère du digital, c'est changer la nature de sa création. Il ne faut pas la même écriture créative dans les médias traditionnels que dans le digital. Il faut oublier le fait de vouloir adapter un concept publicitaire traditionnel au digital. Il ne faut pas décliner, je suis assez catégorique par rapport à ça, il ne faut pas décliner une campagne. Pourquoi? Parce qu'on sait que les gens vont volontairement vers les contenus. Si on veut réussir l'engagement, c'est ce que j'évoquais en début de notre conversation, qui finalement c'est quoi l'engagement? C'est de l'appropriation. Très peu de gens s'approprient des publicités. En revanche, beaucoup de gens s'approprient des contenus qui sont pertinents par rapport à leur centre d'intérêt du moment, à leur conversation du moment. Donc la pertinence et l'exigence de mettre les gens au cœur de la réflexion des marques, les individus au cœur, c'est ça qui fait la différence, je crois. Donc vous dites que c'est une erreur de décliner un dispositif offline sur le online. Est-ce qu'au contraire, comme le suggérait notamment Georges-Mohamed Chérif de Buzzman, le digital peut être la porte d'entrée? Lui, il expliquait que dans beaucoup de ses briefs, finalement, c'était l'offre digitale qui amorçait le reste du dispositif. Est-ce que vous pensez que c'est un raisonnement qui peut être aussi valide? C'est souhaitable. C'est souhaitable et c'est surtout la garantie que ce que la marque fera dans le digital sera à l'image de ce qu'il faut faire pour une marque. Après, un très très bon spot de pub télé peut être fait indépendamment, c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est qu'il ne soit pas pollué, c'est que le digital ne soit pas pollué par une approche trop publicitaire. Donc il faut dissocier les deux univers en termes d'exécution créative, mais pas en termes de plateforme de marque. La plateforme de marque, le territoire de la marque reste le même. En revanche, les modalités d'expression et l'écriture créative, et la nature des créatifs qui travaillent d'ailleurs, doit être différente. Et donc ça passe par quoi? Par exemple, en interne, ça ressemble à quoi chez vous, un brainstorming? Alors chez nous, je vais vous faire une journée BrandLive en accéléré. Le matin, on a des gens de médias sociaux très très forts sur les tendances qui passent quelques heures dans la salle
Brand Live, donc il faut imaginer 6 écrans, des écrans qui permettent de suivre les tendances de manière très précise, ce qui a du potentiel, ce qui n'en a pas, ce qui démarre, ce qui fait du sens par rapport à la marque. Ils suivent ça de manière très proche, très aiguë. À 10h30, ce qui est tôt pour des créatifs, les créatifs arrivent dans la pièce avec quelqu'un de planning stratégique et ils commencent à travailler avec la personne de social media pour se dire qu'il y a peut-être des campagnes à faire pour être en relation avec ces tendances. Donc ils commencent à créer des contenus, à les imaginer. À midi, ils font un PowerPoint en 5-6 pages qu'ils envoient au client en disant voilà pourquoi c'est pertinent de faire ça, voilà un ref, une idée. Le client, et c'est ça l'engagement extraordinaire de Nissan dans ce dispositif, valide en une demi-heure. Ouais. Donc ça change tout chez les clients. Il faut être réactif pour… Et l'exécution ensuite de la campagne a lieu, shooting photo, tournage, tout ce qu'il faut en quelques heures. Aussi rapide que les interviews du JDN en termes de dispositifs techniques. Et ensuite, tout ça est diffusé au plus tard 17h, 17h30, qui est souvent un bon timing pour diffuser. Ça a fait en sorte que depuis 6 mois, Nissan est toujours pratiquement la marque numéro 1 pour rentrer de manière pertinente dans les sujets. Que ça a été à l'occasion du marathon de Paris ou de 10 autres sujets d'actualité, Nissan était toujours très bien placé et de manière pertinente. D'accord. Alors, un autre internaute demande quel positionnement pour Digitas LBI en tant que pure player? Alors, définitivement pure player. C'est un mot, souvent on se pose la question, est-ce qu'on revendique ou pas le fait d'être pure player? Définitivement oui. Après tout ce que je vous ai dit sur le fait qu'il fallait une réflexion digitale centrée sur le digital, une vraie écriture créative pensée pour ça. Donc définitivement on est pure player. C'est quoi être pure player? C'est s'intéresser à 4 grands champs d'activité dans le digital. Le premier, c'est les plateformes. Plateforme marketing, grand site internet de marque, plateforme CRM, c'est un grand champ d'activité chez nous. Deuxième champ, la communication, Brand Live, j'en ai parlé, mais ça peut être aussi des campagnes avec une écriture purement digitale. Troisième pan, le commerce et le lien entre commerce et e-commerce. On a par rapport à ça une practice très développée chez Digitas. Et le dernier pan, l'innovation pure en termes de service, qu'on appelle service design, la capacité à penser les services qui viennent compléter les produits pour les marques. Et là, on a un lab derrière et des tas de choses qui fonctionnent avec ça. Un pure player, dans notre conception du terme, doit être capable d'accompagner les clients sur ces 4 dimensions qui construisent leur futur sur Internet. C'est vrai qu'avec la montée en puissance de la digitalisation, vous êtes de plus en plus en concurrence avec des agences, on va dire, un peu traditionnelles, qui sont parfois digitalisées en interne. On recevait également récemment Laurent Habib de l'agence Babel, et lui, il était assez provocateur. Il expliquait que finalement, le modèle des pure players était un peu dépassé, parce qu'il manquait de perspective 360 par rapport aux plus grands groupes traditionnels. Qu'est-ce que vous lui répondriez? Alors c'est amusant que 360 soit l'avenir dans sa bouche. Je ne suis pas sûr que ce soit un terme du futur. Non, je ne crois pas. Je crois qu'il faut au contraire revendiquer des pure players. Les marques ont besoin de réaliser leur transformation digitale. Elles ont souvent, les grandes marques traditionnelles françaises, ont souvent accumulé un retard sur le digital et se voient dépassés sur leur territoire, sur leur propre métier, par des startups, des concurrents qui arrivent avec des idées de services, de produits, de concepts plus efficaces, parce que pensés d'abord pour le digital. Nous, ce qu'on apporte aux marques, c'est cette capacité à réfléchir comme des startups, à bousculer leur modèle pour avoir une relation avec leur public qui soit beaucoup plus pertinente dans l'univers digital. Donc le 360 ne peut pas répondre à ça, puisqu'il fait une espèce de synthèse d'équilibre entre des enjeux traditionnels et des enjeux plus modernes du digital. D'accord. Alors on va peut-être parler de la fusion début 2013 de Digitas et LBI. Quel bilan est-ce que vous tirez après un peu plus d'un an maintenant? Alors ça a été un mouvement extraordinaire pour nous. D'abord on est devenu avec 6000 personnes le premier réseau d'agences interactives mondiales, mais surtout on est devenu un vrai réseau. Très structuré, une vraie façon de travailler mondialement, d'accompagner des clients mondialement. On le fait pour Nissan, on l'a cité, on le fait pour Renault, on le fait aussi beaucoup pour Michelin. Et là, je ne parle que des clients gérés depuis la France. Un réseau qui a une dynamique aux États-Unis incroyable. C'est la première agence interactive aux États-Unis, plus de 2000 personnes. On voit le futur quand on va leur rendre visite. Brand Live était d'ailleurs un de ces éléments. Une agence à Londres formidable, 800 personnes, première agence en Angleterre, tout métier confondu d'ailleurs, c'est là qu'on voit que le digital est important là-bas. Et alors en France du coup? En France, on est 350, on est probablement, même si les chiffres ne sont pas très clairs, mais on est probablement la première agence en France. D'accord. Et on est très dynamique, très grosse croissance. Depuis 3 ans, on a 12% de croissance par an et cette année, on est parti pour 18%.
Donc ça marche bien. Et alors vous vous inspirez entre guillemets des États-Unis, ça insuffle un petit peu le reste dans le reste du monde. Je dois dire que Londres et les États-Unis sont deux grosses sources d'inspiration. Il y a une avance dans le monde anglo-saxon sur le digital qui est claire, avance qui est essentiellement due à une maturité des clients. Aujourd'hui, American Express, qui est un des grands clients américains de Digitas, parle de la télévision comme d'une adresse IP en plus. Et c'est comme ça que la vice-présidente d'American Express parle de la télévision, pour vous dire à quel point la vision est centrée sur le digital. Donc cette maturité, évidemment, des annonceurs donne une avance. Alors nous, on s'inspire beaucoup de ça et j'espère qu'on fait gagner du temps aux annonceurs français grâce à ça. Parce que vos interlocuteurs, c'est le reproche que faisaient un peu les pure players. Ils disaient qu'il manquait de considération en disant que finalement leurs interlocuteurs, c'était les directeurs marketing, les directeurs du digital et rarement les PDG, de sorte qu'ils ne pouvaient pas vraiment s'inscrire dans la vision en amont de la stratégie. Est-ce que vous avez senti une inflexion ces derniers mois là-dessus? D'ailleurs, il y a une énorme inflexion d'abord sur un plan, c'est que les directeurs digitaux sont très très hauts maintenant dans les organisations, sont dans les comités exécutifs. En tout cas chez nos clients, Michelin, Renault, Pernod Ricard. On a des gens qui sont très très haut placés et qui ont des budgets très conséquents, qui eux-mêmes ont des formations, un bagage en termes de diplômes très important, donc une crédibilité, je dirais, interne et un investissement sur leur personne de la part des entreprises très important, et qui ont une vision long terme de la relation avec les agences. Et ça change tout. On passe d'un monde web au projet un petit peu difficile pour les agences à un monde d'accompagnement dans la durée, beaucoup plus stratégique en termes de vision. Alors, pour nous, c'est un grand changement. Maintenant, il faut évidemment que ça s'applique petit à petit à toutes les entreprises, mais l'inflexion de cette année, enfin depuis 2 ans, c'est ça. Alors justement, on va parler de la digitalisation de Publicis. Aujourd'hui, Publicis, c'est 40% fait 40% de son chiffre d'affaires dans le digital. Et le groupe ne s'arrête pas là, puisque Axel Dochez, ex-CEO de Deezer, vient de prendre la tête de Publicis. Donc la révolution du numérique est bel et bien enclenchée. C'est quoi la suite en fait? Alors c'est vrai que la constitution du réseau mondial Digital LBI, de Razorfish, qui est le 2e réseau digital mondial de Publicis, dont on est très proche, vous l'imaginez, de Rosetta, qui est essentiellement basé aux États-Unis et qui est très très fort, en particulier sur le e-commerce, fait en termes de pure player du groupe Publicis un groupe incroyablement fort comparé aux autres. Alors, finissez, après je vous pose une question. De la même, donc, par ailleurs, je dirais, et c'est un sujet à côté, les agences traditionnelles publicitaires, évidemment, font évoluer leur modèle pour commencer à s'intéresser de manière plus marquée au digital et pour faire en sorte d'avoir la capacité à faire de la création qui soit plus adaptée à cet univers, comme je l'évoquais tout à l'heure. Donc, le pan communication de notre métier, forcément, vient un peu en concurrence, mais bon, la concurrence est saine aussi à l'intérieur d'un groupe. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous concurrencer dans les prochaines années? Est-ce que vous avez un peu peur? Comment est-ce qu'on reste leader? C'est quoi nous, on a une signature, c'est What's Next. C'est notre signature mondiale. On essaie de l'appliquer en France. Et on essaie pour nos clients, on parlait de transformation digitale, donc comment on se transforme? Nous, on se l'applique à nous. On se transforme en permanence dans nos modes de travail, dans la façon dont les gens collaborent entre eux pour être toujours plus pertinents dans leur création, mais aussi dans notre modèle. Et quand on commence à se dire que le digital, finalement, c'est beaucoup de points de contact, y compris tous les points de contact physiques, le point de vente et les lieux physiques, quand on se dit que le digital, c'est l'invention de services, que ce sont les objets connectés, on garde ce temps d'avance par rapport au reste du marché des agences. Donc, je pense qu'on restera leader. Si on est intelligent et si on s'applique à nous-mêmes ce What's Next, on restera, et c'est notre défi, en avance par rapport au reste des typologies d'agences. À l'époque de la fusion entre Publicis et Omnicom qui ne s'est pas faite, une des grandes justifications, c'était d'avoir une structure qui lui donne les moyens de concurrencer Google et Facebook. Vous évoquiez également la concurrence croissante des startups face aux groupes de com traditionnels. Est-ce que vous pensez que vous allez être de plus en plus challengé par des boîtes vraiment très techno, des SS2I, pardon? Vous pensez que ces groupes-là peuvent... On est très challengé par les... C'est déjà le cas. On a gagné un grand appel d'offres mondial pour Renault-Nissan, qui est la refonte de tout le digital de toutes les marques de Renault-Nissan. Après, donc c'était en décembre dernier ce gain, après une compétition extrêmement rude
contre Deloitte et Accenture. Donc c'est là qu'on voit que le marché change et que sur les très très gros sujets digitaux, désormais l'univers de concurrence est plus large. Je suis plus inquiet et je pense que la menace en termes de compétition est plus forte de ce côté-là que du côté des agences traditionnelles. Alors justement, quels sont les grands projets, les grands enjeux pour cette année pour Digital Sell BI France? Oui, nos grands enjeux, c'est d'abord l'équipe. On a une très très belle équipe je crois qu'un des grands succès de l'agence, ce sont les gens. Et notre enjeu, c'est de toujours générer plus de collaboration entre les gens. Le digital, c'est un monde de collaboration. On doit éclater totalement les frontières entre les gens de la stratégie, les créatifs, les gens du lab. Je crois qu'on le fait bien, je pense qu'on peut pousser encore les choses beaucoup, beaucoup plus loin. Donc notre grand défi, c'est de nous organiser nous-mêmes pour être les plus modernes possibles dans notre façon de travailler. Donc cette espèce d'introspection et de capitalisation du fait de capitaliser sur nos équipes, c'est notre grand défi. Après ça, on a un second sujet que j'évoque très rapidement, qui est de se dire que l'offre, le fait d'avoir une démarche d'offre, de produit, c'est déterminant dans notre univers. Il faut arriver avec des solutions pour nos clients. Il ne faut pas se contenter de répondre à des briefs, de répondre à des demandes, mais il faut arriver avec des produits, des solutions qui sont le fruit d'une réflexion qui s'inscrit dans la durée. C'est là qu'on a la plus grande valeur ajoutée. Et là-dessus, on est assez bon. On a pas mal de produits. J'ai cité BrandLive, on a aussi Connected Commerce. Un certain nombre de produits qui, je pense, peuvent donner une avance à nos clients. Et en termes de clients, vous avez des projets en cours dont vous pouvez peut-être nous parler ou qui vont arriver prochainement? On a beaucoup de projets avec nos clients. On a beaucoup de choses autour des services, de l'innovation, des objets connectés. On a des clients qui viennent nous voir en nous disant il est stratégique pour moi de connecter mes objets. J'ai des produits, je les connecte. Ça, je sais le faire. Mais en revanche, tout le service applicatif qui va avec, toute la compréhension de comment ça va vraiment être utile dans la vie des gens, des utilisateurs, ces objets connectés-là. Est-ce que vous pouvez m'aider là-dessus? Et nous, on a une équipe pour ça, entre Paris et Londres, très, très forte. Donc ça fera partie des très gros sujets qui vont sortir pour nous cette année. De même aussi, c'est vrai que en matière de commerce connecté que vous évoquiez, on parle beaucoup de repos, de showrooming. Dans les faits, quand on se balade dans les magasins, dans les centres commerciaux, on ne voit pas grand-chose. Est-ce qu'on peut dire que finalement, aujourd'hui, les groupes de distribution et les marques sont quand même pas mal à la traîne sur ces problématiques-là? Elles sont à la traîne derrière les usages, oui. Parce que les usages sont là. On voit beaucoup de gens avec des mobiles, mais on ne voit pas beaucoup de marques qui proposent des dispositifs digitaux dans les points de vente. Alors pour un petit peu mettre du rationnel derrière tout ça, on a créé un baromètre. Pour la 3e année, on a édité les résultats, il y a un mois. Ce baromètre, on l'a fait sur 12 pays et il vise à comprendre les usages connectés des gens en mobilité et en particulier dans les points de vente. Évidemment, tout ça se passe essentiellement via le mobile. On s'est rendu compte de chiffres absolument incroyables, même à nos yeux. Je vous donne un exemple, 70% des gens en France ont déjà utilisé leur mobile en situation d'achat et ça a eu une influence sur leur achat. Ça les a confortés ou au contraire, ça les a fait sortir du magasin pour acheter ailleurs. Quand on sait à quel point le point de transformation, le taux de transformation dans un point de vente est décisif quant à la rentabilité d'un point de vente, le fait de se dire que à cause d'une faible différence de prix constatée via le mobile, je renonce à mon achat et je vais décider de faire l'achat ailleurs ou sur Internet. Quand on sait que ça existe, il faut être capable, quand on est un point de vente, de proposer les dispositifs digitaux en point de vente pour garder le consommateur à l'intérieur de son point de vente. C'est ça qu'on propose au travers de Connected Commerce. En termes de dispositifs digitaux, récemment vous avez lancé un Inspiration Corridor. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette initiative qui a été faite pour les Clépierre? Ouais, pour Clépierre. Donc pour les centres commerciaux, donc imaginez vous êtes dans un centre commercial, vous rentrez, vous venez de vous acheter des paires de chaussures, par exemple, et comme toujours quand on s'achète une paire de chaussures, en tout cas c'est ce qu'on a compris, on a envie de savoir avec quoi la sortir et quel type de vêtements on peut acheter avec. Pour ça, pour Clépierre, on a réalisé un couloir digital dans lequel on rentre. On est soi-même scanné, donc le dispositif comprend quelle est notre tranche d'âge, homme ou femme. On scanne le code barre de ses chaussures et là apparaît sur deux écrans, enfin sur des couloirs d'écran qui sont de part et d'autre de la personne, des écrans tactiles, apparaît une suggestion de produit. En avançant dans le couloir, la personne touche les produits qu'elle préfère, les change, raffine sa sélection, puis au bout du couloir, il y a une sélection de produits qui lui convient, qui passe sur son téléphone mobile automatiquement, et qui ensuite, son téléphone mobile le guide jusqu'à la boutique souhaitée. Donc l'objectif, c'est quoi? C'est de créer l'événement dans le point de vente d'abord. Le deuxième objectif, c'est bien sûr de créer du trafic additionnel dans les magasins. Donc on va le déployer pour de vrai.
C'était jusque-là un prototype, mais on va le déployer pour de vrai, de manière à le mettre en situation. Du coup, ce sera présent dans tous les centres commerciaux. Pas tous, non, ça va être testé petit à petit, monté en puissance. Mais c'est quelque chose en tout cas qui a vocation à vraiment être industrialisé, un peu comme par exemple les bandes de commandes qu'on voit dans les McDo. On verra des couloirs digitaux du coup dans un nombre de... Mais comme pour McDo, on va d'abord s'assurer qu'il y a un vrai ROI derrière. Et dès qu'on en est sûr, il n'y a aucune raison qu'on ne le fasse pas. Mais c'est très spectaculaire à voir. Alors une petite dernière question pour la route. Comment est-ce qu'on peut et comment est-ce qu'on fidélise les digital natives? Alors dans notre agence, c'est un défi. D'abord, il faut leur donner envie de venir dans des agences. Nous, on fait un très gros travail avec les écoles pour ça. On va beaucoup dans les écoles. On a des équipes qui viennent dans les écoles, qui font des formations, qui vont dans beaucoup d'événements, de manière à donner l'idée à ces digital natives de venir dans les agences, de leur faire comprendre que c'est dans les agences qu'on innove le plus. C'est là qu'il y a le plus d'idées, le plus de problématiques et le plus de liens finalement qui est fait entre le monde de l'innovation des startups, le monde des annonceurs qui ont des problématiques et des moyens. Et nous, on est le catalyseur, la connexion entre ces deux univers. Donc d'abord, on leur fait comprendre ça. D'abord, il faut les faire venir. Et pour les garder, il faut les nourrir de sujets intéressants. Et on est plus dans une logique de contrat win-win que d'embauche classique. C'est un peu comme les marques sur Internet. Il faut qu'eux-mêmes s'approprient leur travail, ils trouvent un intérêt pour qu'ils aient envie de rester. Donc, ce n'est pas les mêmes profils qu'avant, je suppose, mais moi, j'ai l'impression d'avoir connu que des gens comme ça, de toute façon. Donc, voilà, on est assez à l'aise avec ces profils-là. Et ben, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Mathieu Morgenstern, d'avoir assisté à notre émission. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Vous pouvez regarder le replay de l'émission sur Décideur TV. À la semaine prochaine.